Donc, rebonjour à tous. On va commencer la session d'après-midi avec une table ronde. Donc, avec le directeur, tous les trois, on a pensé à inclure en fait le dynamique de cluster IA, les clusters qui ont été annoncés au mois de mai, je crois, si je ne me trompe pas, l'année dernière. Donc, on en a 9 maintenant. Donc, on a la chance d'avoir 3 clusters aujourd'hui qui vont nous parler de la confiance vue des nouveaux clusters IA. Donc, nous avons 3 professeurs de 3 régions différentes, de Toulouse, de Rennes et un local de Saclay, Paris, je ne sais pas comment on l'appelait. Donc, nous avons Mathieu Serrurier de Anity Cluster IA, Elisa Froment de Sequoia et Frédéric Pascal de Data IA Cluster. Donc, nous avons démarré cette séance, peut-être par une petite introduction de vos clusters et donner des grandes lignes de vos axes de recherche. Je ne sais pas dans quel ordre on commence. D'accord, donc moi je vais vous parler un petit peu du cluster Anity. Alors le cluster Anity, c'est sur l'IA acceptable, certifiable et collaborative. Donc là on voit que sur les deux premiers mots-clés déjà, on est pas mal sur les questions qui sont posées ici pendant le PEPR. Donc il est beaucoup question d'IA de confiance, donc c'est assez naturel parce que donc ça travaille sur Toulouse. À Toulouse, l'environnement il est très lié donc à l'aérospatial, donc on a énormément de questions sur la certifiabilité des modèles, sur les confiances, sur les garanties mathématiques aussi des modèles quand on va les embarquer dans des avions. Donc il y a 19 shares dans le 19 shares, plusieurs programmes intégratifs, peut-être j'en parlerai un petit peu tout à l'heure. Donc sur cette thématique-là, et voilà, donc il y a une grosse partie du travail d'Anity qui est sur des questions d'IA de confiance, et donc moi, je pense qu'il y a énormément d'interactions avec les questions qui sont faites ici, qui sont posées dans le PEPR. Donc voilà, je te passe la parole. Donc voilà, bonjour à tous. Moi je représente le cluster Sequoia, mais je ne suis pas la porteuse scientifique du cluster, c'est mon collègue Guillaume Gravier qui est aussi le directeur de l'IRISA à Rennes et qui avait d'autres contraintes là, et je suis là pour le PEPR parce que je fais partie du projet Adapting, donc c'était bien, je représente Sequoia. Donc Sequoia, le SE c'est pour sécurité, le CO c'est pour confiance, voilà, et IA, donc sécurité, confiance en IA, c'est le projet, donc c'est assez proche finalement de ce qui a été dit pour Anity. Donc il y a 3 piliers dans Sequoia. Il y a une partie un peu cœur de l'IA, où on va parler de sécurité de l'IA, de confiance, de modèles hybrides, dans lequel on va avoir des modèles numériques plutôt boîte noire qu'on va essayer d'augmenter avec de la connaissance experte, de la logique et des choses comme ça. On va parler de modèles embarqués, on va parler de frugalité, on va parler d'explicabilité. Voilà, ça c'est la partie IA centrale. Et puis il y a 2 autres piliers un peu plus applicatifs. Il y en a un sur la cybersécurité et la cyberdéfense, parce que la Bretagne est bien positionnée sur ce domaine-là. Ah oui, le cluster Sequoia, j'aurais dû commencer comme ça, c'est un cluster breton, donc c'est pas un cluster rennais, il est porté par l'université de Rennes qui a déjà des bouts un peu partout en Bretagne, mais en fait il est étalé sur toute la Bretagne, ça va jusqu'à Brest, l'Apstic IMT, ça va à Vannes aussi, enfin voilà, c'est toute la Bretagne. Et il y a donc une partie l'autre pilier qui est sur environnement océan, parce que voilà, le cluster breton il est tourné vers l'océan, ça paraît pas mal. Voilà. Après je peux parler plus de confiance, mais je pense que pour un premier passage c'est bien comme ça. Merci, bonjour. Moi je représente le cluster Dataia, le cluster de l'université Paris-Saclay et ses établissements composantes. Donc il y en a pas mal autour ici. Centrale Supélec, l'ENS Paris-Saclay, l'Agro, et évidemment auxquels participent les ONR, et notamment ceux qui portent le PEPR, le CEA, l'INRIA et le CNRS. Alors, Dataia, c'est un institut qui a été créé en 2017, donc assez longtemps, avec
pas mal d'interactions plutôt cœur IA et autres, SHS. Donc je pense que c'est des sujets dont on va parler. Alors peut-être sur le cluster, les gros axes sur lesquels on travaille, il y a un gros axe autour des fondements mathématiques de l'IA. Beaucoup de choses autour de la confiance, on pourra revenir dessus, autour de chercher de l'explicabilité, avoir de l'équité dans l'apprentissage, des choses comme ça. Un deuxième axe, IA et santé. Encore une fois, la confiance à ce niveau-là va être essentielle, notamment pour travailler avec des partenaires, alors qu'ils soient industriels ou alors publics, comme les hôpitaux. Et le dernier axe qui est autour de l'IA et de la physique, donc système numérique, également IA et environnement. Et donc là, on va pouvoir encore retrouver des choses, notamment autour de la quantification d'incertitudes. Donc ça, ce sont vraiment les trois verticales de DataIA, et avec beaucoup de choses en transverse, et notamment sur de la régulation, des choses comme ça. On pourra revenir dessus au fur et à mesure de la discussion. Très bien, merci. Juste pour vous rappeler, en fait, on peut prendre des questions à n'importe quel moment. Donc, si vous avez une question à un des trois clusters, n'hésitez pas. Donc, c'est très bien pour une présentation générale de cluster, mais je voulais vous aussi demander, en fait, peut-être des exemples un peu plus concrets sur la confiance des travaux que vous avez déjà au sein de vos clusters. Si vous voulez prendre quelques exemples. Oui, je garde le micro. Donc j'ai parlé des fondements mathématiques de l'IA. Donc il y a des travaux autour de l'apprentissage faire, autour de l'équité dans l'apprentissage pour éviter les biais. Donc on se concentre pour le moment sur les travaux de recherche. On parlera ensuite de formation et notamment autour de l'IA de confiance. Il y a des sujets qui émergent. Alors c'est des choses qui sont assez récentes, mais notamment des travaux qui commencent avec des industriels comme Thales sur la certification de composantes, mais avec des approches plutôt maths, autour de la géométrie. Une chose que je voulais mentionner qui est peut-être un peu sur le côté, mais c'est les travaux sur la quantification d'incertitudes. Ça, c'est des choses qui sont assez intéressantes, puisque souvent, ce qui va être compliqué dans les systèmes d'IA, c'est d'être capable, dans les performances, de quantifier précisément les performances pour pouvoir utiliser ces systèmes dans des applications plus ou moins critiques. Et dans le périmètre de l'Université Paris-Saclay, il y a un GIS, un groupe d'intérêt scientifique, donc qui combine académique et industriel autour de ces sujets de quantification d'incertitudes. Donc il y a des maths, mais pas que. Il y a beaucoup de choses qui tournent autour des équations physiques. Donc on a vu pas mal de choses. J'ai vu des choses sur les pins ici, enfin pas mal de choses qui sont un peu cette combinaison données et contraintes qui peuvent aller dans la direction de confiance. Voilà, pour les premiers exemples, on retournera. Je vais passer la parole. Pour Sequoia, donc il y a des choses aussi sur caractérisation des biais qui peuvent avoir aussi des liens avec l'équité qui vient d'être mentionné. Il y a aussi des choses sur la certification, sur l'explicabilité, sur les mesures de la confiance, par exemple des problématiques de calibration en classification. Et puis, il y a un gros morceau sur la sécurité de l'IA qui rentre aussi dans la confiance. Donc ça peut aller du watermarking, de la détection de données synthétiques, mais aussi la protection des modèles, par exemple, pour qu'ils ne soient pas vulnérables à des attaques de membership inference. Je ne vais pas trouver le mot, mais donc essayer de récupérer des individus qui ont été utilisés pour l'entraînement en analysant le modèle. Voilà, on veut essayer de protéger ce genre de choses. Aussi protection contre les attaques adverses, donc rendre les modèles plus robustes pour éviter ce genre de choses-là. Donc il y a un gros morceau là-dessus. Et puis, il y a des questions aussi plutôt tournées vers les SHS sur la partie acceptabilité de l'IA. Donc, on travaille avec des gens qui font du droit. Donc, il y a 3 chaires en ce moment. Une chaire qui s'appelle DataGouv, qui est sur protection des données et droits fondamentaux. Il y a des chaires qui en fait s'intéressent à ces aspects utilisation et acceptabilité de l'IA. Donc voilà, il y a plusieurs choses là-dessus. Et la dernière chaire n'a rien à voir, donc c'est pour ça que je me suis arrêtée dans mes exemples. J'ai une anti-sèche parce que voilà, il me fallait bien ça. Et voilà. Voilà, c'est maintenant qu'on se rend compte qu'on fait tous la même chose.
Du coup, non, on traite pas mal de questions. Je pense, il y a suffisamment de choses à faire, je pense, sur le problème de confiance en IA pour que les questions se ressemblent et la façon de les aborder sont différentes. On a une chaire, pareil, sur l'explicabilité qui travaille avec le droit. Alors là, plutôt sur les questions de fairness, justement, et sur les questions d'audit des modèles. Et par exemple, les questions de fairness, jusque-là, on savait bien, d'équité, on savait bien les évaluer quand c'était des questions avec des modèles classiques, de classification, de régression. Et là, d'un coup, dès qu'on arrive avec des modèles génératifs, les questions de fairness se posent de manière totalement différente. Donc on a ce genre de questions aussi. Ouais, j'imagine qu'on n'est pas les seuls. Pour vous donner un exemple un peu concret de questions qu'on peut se poser, alors c'est un exemple jouet, mais c'est intéressant parce que ça couvre pas mal ce qu'on fait chez nous. On a par exemple un avion, il y a un système embarqué qui veut estimer la distance de freinage à l'atterrissage. Donc le système doit dire, OK, il y a besoin de telle distance de freinage à l'atterrissage. Bon là, c'est clair qu'on va avoir besoin de garanties. La première garantie qu'on va avoir besoin, c'est de la garantie que l'algorithme va sous-estimer, je me dis pas non, c'est ça, va forcément surestimer, pas qu'il a sous-estimé, il va forcément surestimer la distance de freinage, parce que surestimer la distance de freinage, c'est pas grave. La sous-estimer, c'est finir dans le hangar, donc là, ça se passe pas bien. Donc on veut pouvoir, et là, on veut avoir une garantie forte de ça. Et donc là, ça va être des problèmes de certification, comme on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire propager des incertitudes et vérifier. Mais il y a plein d'autres façons de le faire. On peut aussi construire des modèles physiques, au moment de l'entraînement, avoir des garanties sur les modèles physiques pour garantir que le modèle va respecter certaines contraintes, certaines conditions qui font qu'on va arriver à ce résultat-là, etc. Donc on se pose ce genre de questions. Donc évidemment, c'est assez lié à des problèmes de transport, puisque... on travaille donc pas mal avec Airbus, avec la SNCF, avec Thales, donc vraiment ce genre de questions-là. Mais voilà, donc c'est à peu près on a le même genre de thématiques, je pense qu'on les aborde juste tous un petit peu différents. On a pas mal de questions sur la robustesse de l'attaque adversariale par exemple, et surtout voir comment, quand on fait des modèles qui sont robustes structurellement, est-ce qu'on va être capable de récupérer d'autres propriétés sur d'autres choses, comme des propriétés sur l'explicabilité par exemple, ou justement sur la quantification de l'incertitude de ce type de modèle. Donc là, pareil, par exemple, pour résoudre ce problème de distance de freinage, on peut aussi se poser des questions de quantification d'incertitude ou des choses comme ça. Donc, voilà. Très bien, merci. Donc oui, c'est vrai qu'il y a des similarités, mais aussi je vois quand même des complémentarités, surtout dans les applications que vous regardez. Donc là, Mathieu, tu as évoqué plutôt des problèmes en aviation, aérospace, voilà, un peu comme ça. Et donc je me demandais, voilà, les particularités, par exemple, chez vous, Elisa, ou chez vous, Frédéric, est-ce que vous avez d'autres domaines qu'aussi vous regardez, par exemple, des applications dans le médical, où peut-être on a besoin de résoudre des questions de confiance aussi? Alors, nous, on n'a pas trop d'applications médicales. Voilà. Par contre, toutes les applications de défense, on voit bien les problèmes d'explicabilité. Voilà, quand il s'agit de détecter des gens ou de prendre des décisions rapidement, il faut avoir des garanties sur ce qu'on prend. Donc là, je pense que les applications, d'un point de vue défense, on les imagine assez bien. Donc dans le projet, dans le cluster, la DGA est partie prenante, enfin la MIAD, la partie de la DGA qui s'intéresse à l'IA. Et on est aussi avec Safran, Naval Group, enfin on a pas mal d'applications très très concrètes où on a besoin d'explicabilité. Enfin eux, ils ont besoin de robustesse, d'explicabilité, de confiance en général en ce qu'on fait. Donc les applications, elles arrivent plutôt sur ce plan-là. Et ça inclut aussi la partie océan côté naval, par exemple, mais sur modélisation, par exemple, des océans, alors plutôt modélisation numérique et des choses comme ça. Il y a aussi des aspects, pour le coup, très difficiles d'un point de vue explication, parce qu'il y a tellement de choses qui sont en jeu, tellement d'éléments. Le système est tellement complexe que là, ça pose quand on travaille sur l'explicabilité en amont, ce qui est mon cas, ça pose des problèmes de comment on combine, d'où vient l'information, enfin, un peu comme on pourrait avoir dans un réseau de neurones, mais là, on peut imaginer qu'on combine plusieurs choses. Donc ça soulève de nouveaux problèmes intéressants aussi.
Et alors, côté d'Ataïa, effectivement, il y a un tropisme santé IA et santé qui est assez important, alors que ce soit au niveau des partenaires industriels, dans les laboratoires ou comme GE Healthcare, créateur de systèmes. On a lancé plusieurs chaires déjà prédéfinies au moment du cluster, qui sont des chaires synergie, donc avec plusieurs PIs travaillant ensemble, académiques, avec des apports industriels dedans, notamment une qui est orientée sur la santé. Et là, au niveau de la confiance, il y a vraiment deux gros sujets. Il y a l'acceptabilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. L'Institut Gustave Roussy, qui est juste à côté d'un des membres fondateurs du cluster. Et donc il y a vraiment cette transition directe avec les médecins et les patients. Le médecin, quand il a une sortie d'IA, donc c'est beaucoup tourné autour de l'oncologie, sur de l'imagerie médicale, par exemple, il y a des vrais sujets de savoir pourquoi le système a fait ça. Donc ça va être d'une part l'explicabilité du système, ou en tout cas des sorties du système, pour que ça soit accepté beaucoup mieux. Donc ça, c'est un vrai sujet, et avec derrière, peut-être au tout début, toute la partie données. La partie données patient, c'est pas de la donnée confidentielle, mais par contre c'est de la donnée qui doit être anonymisée, qu'on ne peut pas retrouver. Donc il y a beaucoup de sujets aussi sur les aspects données. Et finalement, quand on parle de tout ça, peut-être une chose que j'ai oublié de mentionner sur la partie droit. Donc ça, on fait tous IA et droit, donc ça c'est très bien. Il y a aussi des parties de régulation et peut-être de confiance sur la création des modèles. Donc l'AI Act pour le moment est mou, enfin pour pas dire autre chose, mais c'est quelque chose de très générique. Sur la partie création de modèles d'IA, il faut savoir d'où on part, quel type de données, qu'est-ce qu'on fait avec. Ça fait partie de la confiance qu'on va pouvoir avoir aussi dans les systèmes. D'accord, très bien. Donc là, je voulais rebondir un petit peu en fait sur la question de droit ou des questions en SHS que vous avez tous les trois évoquées. Donc comment vous voyez en fait le lien des questions de recherche en SHS, en lien avec la confiance? Comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez, par exemple, une chaire qui est à l'intersection des deux domaines, ou comment vous... Voilà. Alors, juste très rapidement, parce que j'ai le micro déjà, mais en fait, ce qu'on faisait dans Dataïa, ce qu'on souhaite reproduire sur les futures chaires, c'est on fait des chaires multipartenaires, que ce soit multipartenaires au niveau des établissements, au niveau des laboratoires, mais aussi au niveau des disciplines. Donc, par le passé, on a déjà financé des laboratoires d'informatique avec des laboratoires de sociologie, laboratoires d'informatique avec des historiens, sur la partie justement données, retrouver de la donnée dans des masses de données massives. Donc il y a vraiment cette idée de faire travailler les gens ensemble, ce côté vraiment très interdisciplinaire, en finançant directement les deux communautés, pas uniquement la communauté qu'on pourrait considérer plus cœur IA, qui sont maths, info, ingénierie. Voilà. Oui, donc nous, il y a le droit. Alors sur le droit, il y a aussi tous les aspects éthiques qui nous intéressent. Donc effectivement, pour l'instant, ça a l'air de commencer à prendre la forme de chaires coportées, donc droit informatique. Donc ça a l'air de bien fonctionner. Nous, on est au tout début, au contraire de mes collègues, on commence juste à mettre en place les instruments du cluster, donc c'est pour ça que c'est un peu moins avancé. Après, il y a les aspects frugalité aussi. Il y a des gens qui travaillent donc observatoire des sciences de l'environnement, justement sur essayer de quantifier ce qu'on consomme, qu'est-ce qu'il faut prendre en compte, cycle de vie entièrement. Enfin, il y a aussi des choses qui se font sur ces aspects-là côté confiance. Alors, c'est pas les SHS, mais c'est avec d'autres sciences en pluridisciplinaire, quoi. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Ah si, il y a des choses aussi avec le sport, pas mal. On a toute une équipe qui est spécialisée, qui était aux Jeux Olympiques l'été dernier, et en fait qui est spécialisée sur accompagner les sportifs, analyser ce qui se passe. Donc là, il y a aussi pas mal de choses, et ça, c'est aussi fait en collaboration avec d'autres disciplines. Donc ça rentre un peu aussi. Alors nous, on a deux façons un petit peu de prendre cette question du droit. Il y a une façon très transversale, c'est pas du droit directement, c'est vraiment toute la partie de transport. Je pense que c'est un peu comme le CEA. C'est des gens qui sont habitués à travailler avec de la certification. C'est-à-dire qu'ils ont des garanties à fournir
pour le coup juridique, pas que juridique, mais des garanties à fournir pour avoir le droit d'embarquer tel ou tel modèle. Donc là, du coup, ça irrigue à peu près pas mal de chaires où ces questions-là, elles vont être assez liées à la façon de poser les garanties. Il y a même des travaux. Donc, nous, il y avait un 3IA avant à Toulouse. Et dans ce 3IA, il y a eu pas mal de travaux sur aussi des livres blancs pour comment certifier des algorithmes de machine learning pour le transport. Mais donc du coup, il y a toute cette question-là qui est, quand on se pose une question, une garantie, pas toujours, hein, mais il y a pas mal de chaires, quand elles se posent la question d'avoir une garantie, elles se la posent dans le cadre d'un problème de certification en fait. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais pouvoir certifier sur mon modèle, et là à plein de niveaux. Et après, là, on a une chaire où il y a des mathématiciens qui travaillent avec des gens de droit. Donc là, plutôt sur les questions qui sont liées à l'AI Act, et plutôt sur des questions de fairness aussi, mais là sur la question d'audit, vraiment, comment on audite, qu'est-ce qu'on audite, est-ce qu'on audite une base, est-ce qu'on audite un modèle, comment on audite un modèle quand on n'a pas accès au poids, enfin, etc. Toutes ces questions-là, qui sont vraiment la question d'audit, même pas forcément, même si on se pose la question de la correction, c'est juste la question déjà d'être capable d'évaluer si un modèle ou si un process, on ne peut même pas parler de modèle parce qu'il y a tout le process, va être compatible avec la loi telle qu'elle a été posée. Puisque la loi telle qu'elle a été posée dans l'AI Act, c'est intéressant parce que pour éviter les questions techniques des modèles d'IA, elle a été posée sur les effets finalement. Ce qu'on s'intéresse, c'est quels sont les effets des modèles d'IA. Donc à la fois c'est assez malin parce que ça évite que la loi soit complètement obsolète d'un jour au lendemain. Donc là c'est malin. Par contre ça remet un peu le boulot sur nous. C'est un peu comment on fait. Ok, bon, c'est sur les effets. Comment on va faire pour garantir que le modèle ne va pas avoir tels effets. Donc par exemple sur les modèles de biais, la loi c'est pas le modèle n'a pas de biais, c'est le modèle ne va pas renforcer les biais qui existent déjà dans la société. Bon ça c'est un peu plus difficile à poser en termes de mathématiques. Comment on va auditer ça? C'est pas exactement les mêmes questions. Enfin, c'est pas simple. Je dis pas que c'est ce que j'en fais dans ma chaire. Là, je parle. Je brote. Non. Mais donc, voilà, il y a ces questions-là. Et on a une autre chaire qui va travailler vraiment sur des questions d'acceptabilité de l'IA. Et donc, lui, qui s'est posé des questions sur. Là, c'était plutôt vis-à-vis de problèmes de tramway, c'est-à-dire à quel moment, si l'IA, elle met en jeu la vie de quelqu'un. Dans quelles conditions les gens sont prêts à accepter ça, c'est-à-dire à partir de quel niveau de sécurité, sur quel type. Il n'y a pas que le niveau de sécurité, ils ont montré qu'il n'y a pas que le niveau de sécurité qui compte, il y a plein de questions culturelles. Les gens n'acceptent pas les mêmes choix suivant les cultures pour certaines raisons. Donc voilà, on a toute une chaire qui bosse là-dessus. Et après, évidemment, toute l'interaction. Pardon, j'ai parlé longtemps. Oui, je voulais juste dire quelque chose qui me ramène un peu plus dans ma zone de confort, aussi sur la partie acceptabilité de l'IA. En fait, il nous semble important, enfin il nous a semblé que c'était une mission des clusters aussi, c'est l'aspect formation. Parce qu'on pense que pour que l'IA soit globalement plus acceptée, il faut former les gens à l'éthique, à la frugalité, à tout ça. Et donc on a même une chaire de médiation et qui réfléchit un peu à quel niveau il faut commencer à sensibiliser les jeunes, comment faire pour que ça ait un impact, pour que les nouvelles générations réfléchissent différemment. Voilà, ça nous semble, alors c'est moins scientifique direct, mais ça nous semble aussi important. Merci. C'est très intéressant. Là, avant de peut-être faire le lien avec le PEPR et des liens potentiels, là, je sors un peu de mon script pour rebondir en fait sur les régulations que vous avez évoquées, comme le AI Act par exemple. Et récemment, il y a eu bien sûr le AI Action Summit. Et là, on a vu en fait, on va dire, une différence de point de vue, l'autre côté de l'Atlantique et le côté européen, où les régulations comme le AI Act ont été vues comme en fait des freins d'avancement, de progression. Donc comment on peut regarder ces questions-là avec nos copains américains, on va dire? Est-ce que vous voyez ça plutôt comme de freinage à l'avancement, ou comment en fait elle est où la bonne la ligne en fait à créer entre les deux? Je pense qu'on n'a pas besoin. Alors, t'aurais pas dû sortir de ton script. Du coup, on va sortir d'une autre aussi. Ça va pas être joli.
En fait, j'ai eu cette conversation la semaine dernière. J'étais au West Data Festival. C'était un festival industriel de la donnée, pas très loin de chez moi. Et en fait, j'ai eu cette conversation avec des industriels qui m'ont dit, mais les AI Act, c'est nul, ça ne fait que nous empêcher, ça enlève toute l'innovation. Donc, on n'a pas besoin d'aller jusqu'aux États-Unis pour entendre ça. Ma réaction a été assez violente sur le sujet en leur disant, non mais sérieusement. Mais donc, je pense qu'il ne faut pas que je rentre là-dedans. Ouais, déjà, il y a aussi, je pense que là, du coup, on est content de ne pas être financé par les États-Unis, parce que sinon, je pense que les 3 IA et le PEPR, ça serait fini assez rapidement. Et alors, ouais, je sais. En fait, c'est marrant ces questions-là, parce que j'avais une discussion avec quelqu'un d'autre tout à l'heure, et en fait, donc au-delà de la régulation, moi, je pense en termes éthiques, quand on travaille, enfin, nous en tant que chercheurs, justement. Je pense que, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais éthiquement, c'est bien. Enfin, vu tout ce qui se passe en IA aujourd'hui, moi, je trouve ça plutôt intéressant et éthiquement intéressant de se poser ces questions-là. Et en même temps, en discutant avec d'autres chercheurs, ce qui est intéressant, c'est que dès qu'on va s'intéresser, alors je parlerai peut-être, non, je laisserai quelqu'un parler du freinage après, mais dès qu'on va s'intéresser à des problèmes de confiance dans les modèles, en fait, on est obligé de se poser des questions qui vont être hyper fondamentales sur les modèles. C'est-à-dire toutes les questions de garantie, d'explicabilité, de quantification d'incertitude. En fait, ça oblige à prendre les modèles et à les décortiquer complètement, à aller voir ce qui se passe dedans mathématiquement à chaque niveau. Enfin, on voit bien sur toutes les présentations qu'on a eues sur le PEPR, c'est des choses qui obligent un peu à démonter tout ce qu'on fait en IA et pas juste à faire confiance en nos benchmarks et en nos scores. Et finalement, pour moi, je pense que ça a aussi des grosses vertus de progrès sur ces modèles-là, parce que ça oblige vraiment à comprendre comment tout va fonctionner. Enfin, je veux dire, même à un moment, quand on va certifier, on va se poser les questions, il y avait ces questions-là hier, de quantification, d'erreurs, de précision des modèles. Enfin, en gros, on est obligé de prendre la chaîne et de tout analyser sous toutes les formes pour avoir quelque chose qui a du sens en termes de confiance. Et ça, je pense qu'en plus du fait d'être éthiquement beaucoup plus facile à supporter, c'est prolifique scientifiquement pour avoir des progrès. Donc de ce point de vue-là, pour moi, de ce point de vue-là, du coup, en tout cas, du point de vue académique, et même, je pense, aussi pour les industriels qui, de toute façon, au-delà de l'AI Act, ont besoin de certification dans plein de cas, ouais, je pense que c'est plutôt quelque chose qui permet de nous faire avancer. Juste avant de dire, c'est pour dire, hier on a eu un exposé où j'ai posé une question sur l'effet rebond en disant, mais en fait si on n'a pas de régulation, en fait on peut faire plein de choses pour rendre plus efficace et tout. Comme on n'a pas de limite qui est clairement posée, on ne sait pas du tout où est-ce qu'on doit aller, et puis on a l'impression de servir à pas grand-chose, en tout cas de vider la mer à la petite cuillère. Et pour moi, les AI Act, c'est le début de ça, c'est-à-dire que, oui, on commence à avoir quelque chose qui nous donne un cadre, et si on n'a pas ce cadre-là, il va juste se passer n'importe quoi. Ouais, non, je voulais rajouter quelque chose quand même sur un peu ces questions de régulation et la partie donnée. Moi, il y a quelque chose que je vois de très positif, c'est qu'on en parle. Et on en parle beaucoup, c'est-à-dire pas uniquement des spécialistes d'IA. Et c'est peut-être quelque chose qui fait quand même avancer la société, c'est-à-dire que la partie protection des données personnelles sur la transition numérique, je me demande combien de personnes dans cette salle ont lu toutes les conditions en signant la nouvelle version de l'iPhone qui a été faite il y a 3 mois, quoi. Bon, et c'est valable pour à peu près tout. On passe notre temps à cliquer sur refuser, ou bon. Et en fait, on donne des données. Là, le fait d'arriver où il y a une révolution énorme et de donner un cadre, je pense que c'est essentiel. En plus, ce cadre, il y a eu quand même des abus avant. Peut-être qu'on peut le dire, outre-Atlantique. Je veux dire, sur l'utilisation des données pour la création de modèles, il y a eu des données copyrightées qui ont été utilisées. Enfin, il y a un moment, je pense que... moi, je ne suis pas pour freiner du tout l'innovation, au contraire, mais par contre, qu'elle se fasse dans un cadre et que ce cadre, il permette de respecter les sociétés au sens large, c'est-à-dire les citoyens, mais également les institutions publiques. Ça me paraît être une bonne chose. Et après, peut-être, ce qu'a dit Mathieu, ça c'est vrai, le fait d'orienter sur le cas d'usage, ça c'est vraiment intéressant. Parce que c'est là où j'ai l'impression, en tout cas, moi je ne suis pas du tout juriste, je ne pense pas qu'on soit trop de juristes ici, mais c'est là où il peut y avoir des choses assez claires qui peuvent être faites. Donc,
c'est un début, et c'est un début qui, en tout cas pour les créateurs de modèles, d'essayer de construire un cadre sur lequel on peut créer des modèles et de pouvoir, pas expliquer, mais montrer cette partie-là, ça me semble être intéressant. Pour information, l'industriel avec lequel je me suis frité, il était contre le RGPD aussi. Hein. Mais bon. Moi, je pense qu'aussi, il y a une question intéressante là pour nous, c'est aussi de manière pragmatique, mais se lancer aujourd'hui dans un groupe pour, par exemple, je sais pas moi, entraîner des modèles, des nouveaux LLM ou faire des choses comme ça. On voit clairement qu'on n'a pas la puissance de feu. Déjà, c'est même pas sûr que ce soit intéressant de le faire. Il y a déjà plein de monde dessus, il se passe suffisamment de trucs, même forcément des trucs pas bien. Enfin, déjà, est-ce qu'on a la volonté de la faire? Je suis pas sûr. De toute façon, c'est sûr qu'on n'a pas les moyens. Donc du coup, ça aurait pas de sens. Là, par contre, la certification, c'est quelque chose qu'on a aussi les moyens d'aborder parce que voilà, on a des forces, notamment sur tout ce qui est analyse théorique, sur tous ces choses-là qui sont très fortes chez nous. Et c'est justement de ça dont on a besoin. Donc, en plus, c'est quelque chose... là, c'est du pragmatisme pur et dur. En plus, c'est quelque chose qui est adapté et qu'on peut faire correctement. Et comme en plus, il y en a besoin, moi, je trouve que ça s'aligne plutôt pas mal. Donc, moi, perso, je pense que c'est plutôt un très bon positionnement. On suit pas la table ronde, donc on interagit comme ça en fait. Là, je pense sur les modèles, c'est intéressant. Je pense que, en tout cas, à côté académique, ça n'a aucun sens de créer des gros modèles. Ça c'est vrai. On n'a pas les ressources, on n'a pas les finances pour faire ça. Par contre, des petits modèles, je pense qu'il y a vraiment des choses à faire. Il y a un modèle qui a été créé dans un des laboratoires dans Dataya avec des industriels qui s'appelle Croissant LLM, qui a été utilisé pour le juridique et qui avait quand même. C'est un petit modèle, mais il a cette comment dire, il a été fait pour des tâches très précises. En l'occurrence, appris avec quasiment moitié français, moitié anglais en termes de sources. C'était 45-55. Donc bien meilleur sur l'analyse de texte français et la traduction. Absolument nul en maths. Apparemment, on est bon en maths, mais quand on prend du texte français, ça marche pas. Mais donc, dans ce cas-là, il y a quand même des choses à faire et on contrôle, puisque sur les petits modèles, c'est appris sur moins de données. Donc on va directement vers la tâche et ça fait un peu le lien avec la notion de cas d'usage. Voilà, je vais juste rajouter. C'est très bien. Alors, on peut peut-être prendre une ou deux questions dans la salle si il y en a. Est-ce qu'il y a des questions? Ah oui, tout au fond. Je ne sais pas, Cassandra, si elle peut nous aider. Merci. Après, s'il y a une deuxième question, on peut aussi être prêt. Merci beaucoup pour la table ronde. Il y a un statement un peu et une question juste derrière. Le premier statement, c'est qu'effectivement, il y a une liste des questions d'intérêt aux différents clusters. On a entendu la robustesse, l'incertitude, l'explicabilité, etc. Et ça, j'ai l'impression que c'est des questions un peu communes à toute la recherche en IA de confiance actuellement. C'était intéressant de savoir quel cluster était intéressé par quelle question, mais je pense que là, on a tous oublié lesquels faisaient quoi. Mais en fait, une question plus intéressante pour moi et qui a été un peu écartée, c'est au contraire ce que Lisa disait sur l'AI Act et sur l'interaction qu'elle a eue avec les indus et les résistances à la régulation. Vous avez dit, ça je ne vais pas rentrer dedans parce que je vais m'énerver, mais moi j'aimerais bien en fait qu'on rentre dedans. C'est un peu intéressant quand même comme question. J'ai l'impression que c'est un discours qu'on n'entend pas assez. À chaque fois qu'il y a ce discours-là, on prend un peu des pincettes et on dit mais oui, mais l'innovation, etc. Mais en fait, on peut aussi parler librement en tant que chercheur. Je pense que ça peut être intéressant, quoi. Ouais, mais en fait, quand je m'énerve, ça tourne à la discussion de comptoir, c'est pas très intéressant. Enfin, je trouve juste que mes collègues l'ont dit vachement mieux. Je trouve que c'est parce que, en fait, oui, ça limite l'innovation, c'est certain, et je pense qu'il n'y a pas de doute. Mais en fait, c'est pour le bien de la société. Et à un moment, il faut juste décider où est-ce qu'on met le curseur. Enfin, je sais pas. Je suis pas sûr que ça limite l'innovation, en fait, parce que s'il y a un cadre,
il faut aussi innover pour rester dans le cadre ou pour être efficace tout en restant dans le cadre. Donc le discours de ça limite l'innovation, je ne suis pas tout à fait sûr. En fait, je vais faire l'avocat du diable qui était l'industriel que j'avais en face de moi. Il m'a dit, parce que j'ai dû lui répondre exactement la même chose que toi là, et il m'a dit oui, mais on sera toujours derrière. Si nous on a un cadre et que les États-Unis n'en ont pas, ils feront toujours mieux. Ce sera toujours ça limite pas forcément l'innovation, mais notre compétitivité face à des gens qui n'ont pas de cadre. Voilà, c'était plutôt ça. Ouais, après, bon, des industriels qui sont en compétition avec Google, j'en connais pas beaucoup en France. Donc, non, pardon. Mais je pense que ça... Et après, moi je suis d'accord avec le cadre ne limite pas l'innovation. J'imagine que les contraintes coûtent de l'argent et du temps. En fait, c'est ça. Il y a un rapport qui a été fait par Alexandra Ben-Samoun sur lequel j'ai contribué sur justement donner des conditions minimales comment dire, pour dire sur quelles données ont été appris un modèle. Et en fait, ça demande du temps, ça demande de l'argent. J'imagine que c'est ça qui pose problème. Après, ça me paraît tout à fait normal qu'il y ait des règles et qu'elles soient respectées. Et puis, pardon, excuse-moi. Non, mais si on veut essayer de certifier, donc on a plusieurs équipes qui travaillent sur la certification dans les différents clusters. Comme tu l'as dit tout à l'heure, en fait, c'est difficile de différencier parce qu'on fait tous un peu. Mais en fait, on peut rien certifier si on ne sait pas comment le modèle. Enfin, si tout est obscur sur la manière dont ça a été entraîné, le type de modèle, les données qui ont été utilisées, on peut rien faire de toute façon. Le cadre légal, ça nous permet au moins d'avoir accès à ces données-là, et enfin ces métadonnées-là, et sinon on peut juste rien faire. Enfin, je suis d'accord aussi avec ce que disait Mathieu tout à l'heure sur le fait que sans cadre, enfin le cadre légal nous aide, nous les chercheurs, en fait, à faire des choses. Après, bon, je suis pas une start-upeuse, je sais pas, peut-être que effectivement ça les limite, j'en sais rien. Et moi, pour ajouter un truc, je pense qu'en fait, c'est une fausse question de le poser comme ça. La question a été posée comme ça, de dire, OK, la régulation, ça va limiter l'innovation. En tout cas, on ne va pas faire de politique, mais quand les Américains ont dit ça, je pense que c'est pas ça qu'ils voulaient dire. C'était juste que la régulation en Europe allait empêcher d'utiliser leur modèle à eux en Europe. Donc, c'était pas un problème d'innovation, c'était avant tout un problème d'économie et de liberté d'utiliser des modèles qui sont faits chez eux. Donc il y a aussi une question ça dans le discours, c'est qu'effectivement l'IA s'est mondialisée, donc s'il y a un endroit où il y a plus de régulation, ça empêche d'autres pays de venir. Mais ça, je dirais, ça nous concerne moins, c'est des questions politiques. Donc quand on dit que ça limite l'innovation, en tout cas dans ce discours-là, quand on parlait de ça limiter l'innovation, non, ça, pour moi c'était un peu une excuse, donc je pense qu'il faut faire un petit peu attention à ça. Je suis pas sûr que ça limite tant que ça l'innovation. En tout cas, il y a suffisamment de choses à faire et à innover dans un cadre. Enfin, ça n'empêche pas d'innover, quoi. En fait, je ne sais pas si on est les mieux placés pour dire ça. Enfin, voilà, c'est juste. Nous, on peut constater que ça a un avantage pour la société qui est certain, et ça on peut même le quantifier. Par contre, savoir si ça aide ou pas l'innovation, tout ce qu'on peut voir, c'est les ressentis un peu violents quand on est en face de gens qui sont pas contents. Mais après, je pense qu'on est mal placé pour savoir si oui ou non ça aide ou pas. Enfin, je sais pas. Oui, je me permets de remettre une pièce dans le jukebox. Bon, en fait, je suis complètement d'accord avec tout ce qui avait été dit. Je voulais juste réinsister sur deux points. D'une part, tout le discours sur les données, et ça tu l'as bien souligné, Frédéric, ça permet de parler des données. Et la société et nous, chercheurs, commençons à comprendre que les données, ça a une valeur. Et qu'à partir du moment où ça a une valeur, cette valeur, elle doit être partagée, parce que sinon, c'est juste du pillage. Ça veut dire que le premier qui prend les données, il les prend, il vient chez vous, il récupère vos légumes dans votre jardin, il les mange et il vous donne rien en échange. Donc là, je pense que c'est quand même un débat qui est important et qui nous concerne aussi en tant que chercheurs. Et même si on est favorable au partage des données, à la science ouverte,
ça n'a de sens que dans la mesure où on sait qu'il y aura un échange, c'est-à-dire on partage avec les autres et les autres partagent avec nous et on échange, etc. Mais quand on n'est pas dans cette situation-là, la donnée, elle a une valeur et c'est normal. Enfin bon, quelque part, voilà, je pense qu'il ne faut pas non plus qu'on se dise bon, finalement, je ne fais pas du business, je ne donne pas mon avis. Non, non, donnons-le, notre avis. Bon, ça, c'est le premier point. Et parler d'un marché des données, hein, comme le Data Act veut mettre en place, ben, ok, oui, c'est notre réalité, on vit dans l'économie, donc les choses ont de la valeur, il y a un marché, etc. Et puis l'autre point, c'est que la réglementation, les gros qui veulent développer assez rapidement en France et vendre leurs trucs aux États-Unis, effectivement, ils vont peut-être pas avoir envie de respecter des contraintes en plus. Maintenant, c'est vrai que c'est fait pour protéger effectivement un certain marché, mais aussi protéger les petits. Parce que quelle est la PME ou la start-up qui sera capable de soutenir un procès d'un gros américain qui lui dit « Ah ben ce que vous faites, ça tient pas la route, ça a tué quelqu'un chez moi, etc. Donc je vous fais un procès, je vous coule, je vous rachète, etc. » Alors que s'il a fait certifier son système, juridiquement déjà, il peut démontrer qu'il a fait tout ce qui va bien, et même s'il est petit, il peut se défendre. Et ça, c'est quand même très important, c'est que la réglementation, elle est là pour défendre la société, mais aussi défendre les petites entreprises. Toutes les grosses entreprises qui ont déjà de la certification, bah, elles ne rechignent pas. Ok, elles peuvent critiquer la complexité, l'incompréhension de l'AI Act, etc. Mais quand on fait voler un avion, il va être certifié. Et vaut mieux qu'il y ait des gens qui aient un peu anticipé l'effet de l'IA dans l'avion, plutôt qu'ils aient tous à redécouvrir. Donc voilà, quoi. Ces réglementations, je pense qu'on peut aussi, en tant que chercheur, dire... Bah, elles nous aident. Alors, elles nous aident à réfléchir mieux. Ça, alors là, je suis complètement convaincu. Mais elles aident aussi à ce que l'ensemble des acteurs puissent mieux valoriser leurs résultats. Après, quand on veut chercher des arguments pour... quand on a des gens comme j'ai eu la semaine dernière en face de moi, en fait, ça leur va pas du tout parce que ils vont te répondre que l'avion aux États-Unis, il n'a pas été certifié, mais il marche aussi bien. Et du coup, la preuve. Mais voilà, enfin, je pense que tu vas toujours trouver. Enfin, si ta question c'était quel genre d'arguments on peut opposer à ce genre de critique, c'est pas simple. Ouais. Excusez-moi. Moi, peut-être pour retourner sur le sujet, sur le sujet des 3 IA par rapport à la première question. Un des rôles des clusters, c'est justement aussi un des rôles des clusters, c'est l'interaction avec le grand public. Et nous, j'imagine que c'est pareil dans les autres clusters. Il y a pas mal de chercheurs qui vont interagir avec le grand public. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois aussi. Et justement, c'est intéressant aussi de leur montrer, parce que la plupart des gens sont pas du tout sensibles à toutes ces questions-là. Et aussi, un des rôles des clusters, c'est d'aller voir les gens dans les écoles, mais aussi à d'autres occasions, et pour justement parler de tout ça. Et c'est hyper important parce qu'on se rend bien compte, juste sur la question de la vie privée, par exemple, et toutes ces questions-là, les gens sont absolument pas conscients de ces questions-là et de la vitesse où ça bouge. Et bon, je pense que c'est un des rôles des clusters aussi, et peut-être du PEPR, je sais pas, mais d'aller voir les gens et de leur expliquer pourquoi il faut faire attention, pourquoi ça a du sens, et que c'est des questions qui sont pas juste des questions pour chipoter ou pour embêter justement l'innovation, mais des vraies questions de fond pour la société. Et alors, je vais continuer. On ne s'est pas parlé avant la table ronde, mais on se fait des passages de parole assez faciles sur l'aspect formation, parce que, en fait, tout ça, ça ouvre un sujet qui est assez important et qui va au-delà de nos communautés de chercheurs. C'est-à-dire que la formation en IA, aujourd'hui, c'est répandu partout. La ministre de l'Éducation nationale, enfin, ministre d'État de l'Éducation nationale s'en est saisie, elle s'en était déjà saisie en tant que Premier ministre. Il y a vraiment cette idée d'avoir de la formation en IA partout, et c'est une façon de répondre aussi au manque de confiance, à savoir qu'est-ce que sont ces systèmes, à savoir qu'est-ce que sont les données, qu'est-ce que sont des données personnelles, qu'est-ce que je dois faire avec. Ça, c'est quelque chose qui est absolument essentiel. Et si on revient sur l'IA de confiance, il est aussi essentiel d'avoir des formations peut-être dédiées. Donc je vais placer juste un produit. J'ai le droit de faire des placements de produits. On n'est pas une start-up. Donc un de nos partenaires, c'est l'IRT Systemix, et on a monté un master spécialisé IA de confiance complètement dédié, donc à l'initiative de Systemix, dont la première promotion
est en train d'apprendre pendant que nous parlons. Voilà. Et on fera la deuxième promotion l'année prochaine. Très bien. Je pense qu'il y a une question de Romaric. Non, c'était juste une réaction parce que lors du lancement du PEPR, j'avais eu le plaisir de parler sur la table ronde avec François Duclos. Et donc moi, Romaric Redon, je suis directeur opérationnel d'Anity, mais je suis aussi détaché d'Airbus. Je voulais juste dire, il y a des industriels qui veulent de l'IA de confiance et qui veulent de la réglementation. Il y en a beaucoup en France. Il y a eu un manifeste IA avec 16 industriels qui a demandé justement à structurer les travaux sur les sujets confiance et réglementation. Donc c'était juste pour nuancer un peu le propos. Il y a en effet un discours vis-à-vis essentiellement des GAFA qui ont peur des aspects réglementaires. Il y a aussi beaucoup d'industriels qui ont l'habitude de composer avec ces aspects réglementaires et qui se rendent compte qu'ils ont besoin de travailler avec les académiques pour trouver des bonnes solutions adaptées, en effet, qui puissent être mises en œuvre. Mais je voulais quand même nuancer, j'avais l'impression qu'on était dans une logique un peu de dire les industriels, la réglementation, l'IA de confiance, non. J'ai tendance à vouloir apporter un démenti formel à cette assertion. Vous avez raison, en fait, je pense qu'on a tous parlé dès le début de collaboration industrielle, c'est juste on est rentré sur la question de régulation qui n'était pas prévue, hein. Donc on l'a fait à la volée. Mais les travaux qui ont été mentionnés avec les industriels, en fait, par les 3 clusters, sont sur des sujets IA de confiance. Évidemment que les grands industriels travaillent avec les académiques, c'est aussi l'intérêt de l'IA quand même, où il y a beaucoup plus de collaboration. Du coup, on va reboucler ça et revenir peut-être un peu au script et aussi le point que tu avais évoqué, Frédéric, sur la formation. Donc, tu as donné un très bon exemple au sein de Détaillage. Donc, je voulais savoir si... Bon, je sais qu'il y a des initiatives dans vos clusters aussi, donc vous pouvez en parler un peu. Donc, je sais que c'est le cas dans Dataia aussi, je ne sais pas si c'est le cas chez Anity, mais nous, le cluster Sequoia, c'est le 2e étage d'un CMA IA, donc les projets compétences et métiers d'avenir. Donc, c'est un projet que je porte là pour le coup, donc je connais bien celui-là. Donc, c'est un projet de formation. Les CMA, le plan de l'État, c'était de... densifier la formation sur ce qu'ils estimaient, enfin les métiers d'avenir. Donc l'IA en fait partie. Et donc on a fait plein de choses et en particulier on a ouvert un master en IA à l'université de Rennes cette année. Le M1 est ouvert cette année, on ouvre le M2 l'année prochaine. Et dedans il y a des cours qui devraient être un peu obligatoires partout maintenant sur en particulier l'éthique, l'explicabilité, la frugalité, enfin tous les aspects confiance sont couverts dans le master. Alors c'est pas dédié totalement à ça, mais il y en a beaucoup aussi. C'est sûr en fait en formation, donc on fait de la formation en licence, en master, en IA de manière beaucoup plus forte qu'avant. Et surtout, on a aussi commencé notre formation beaucoup plus tôt. Donc on a des médiatrices parce que en plus de l'aspect formation en IA, on estime qu'il y a aussi un problème d'attractivité des filières en informatique vis-à-vis des femmes. Et donc on agit de plus en plus tôt, même dès la primaire en fait. On fait des interventions en classe et en collège pour leur parler de pourquoi l'informatique c'est top, pourquoi il faut que les femmes y aillent, pourquoi l'IA c'est bien en plus, que c'est pluridisciplinaire parce que ça c'est important et voilà. Du coup, je vais encore dire, on fait pareil, mais pour le coup, c'est bien pour la formation, parce qu'il y en a besoin partout. Non, mais il me semble que ça faisait partie du cadre des 3 IA, qui a une grosse partie sur la formation. Donc, on a aussi un système là, pour le coup, de mentorat. Alors, je connais moins bien, je n'ai pas envie de faire de bêtises, mais un système de mentorat pour accompagner des lycéennes, pour justement les pousser vers les métiers de l'IA. Et on est en train de construire un master international sur l'IA de confiance. Et une des particularités, c'est aussi d'essayer de se dire, dans ce master, on va faire venir des gens classiques du cœur IA, c'est-à-dire maths info, et on va essayer de les former sur les autres questions, mais aussi être capable de former des gens qui viennent plutôt de biologie ou de droit ou de sciences humaines, et d'être capable de les former aussi sur les questions de, c'est quoi la confiance dans l'IA, c'est quoi toute cette question-là, qu'ils soient capables sans, évidemment, être obligé de récupérer tout le bagage mathématique ou informatique nécessaire pour le faire. Donc voilà, on essaye de construire un master là-dessus, mais là, pour le coup,
c'est bien qu'il y ait plusieurs choses, parce que finalement, il y a besoin d'un maximum de formation, donc il y a plusieurs places pour se former, ça me paraît plutôt très bien. Oui, sur la formation, donc effectivement, il y a eu les CMA, et il y a aussi un sujet de massifier la formation. Donc on a développé, nous, un brevet de l'IA, donc quelque chose de très très simple, qui peut s'adresser dernière année de lycée, qui sera déployé sur 48 000 étudiants à la rentrée. Et donc c'est quelque chose vraiment simple, enfin c'est pas que IA, mais c'est pour que ce soit diffusé dans toutes les disciplines. Pour savoir ce que c'est de l'IA, dedans il y a une brique dédiée éthique. C'est-à-dire tous les gens qui ont réfléchi à la construction de ces choses-là, il y a des sujets sur les données justement, sur la privacy des données, sur les algorithmes, mais également sur l'éthique. Donc ce que je veux dire, c'est que l'éthique et la confiance, ça va également dans les formations de sensibilisation. Pas uniquement dans des formations experts où on va être sur de l'explicabilité, enfin des maths souvent assez dures. Donc ça, je pense que c'est un point important. Et je suis parfaitement d'accord avec le fait qu'il n'y ait pas assez de femmes. Alors ça se joue à 6 ans, si j'ai bien lu le rapport, quoi. C'est milieu de CP, faut faire assez gaffe quand même. Milieu de CP, c'est assez tôt. Et ça, on a des actions aussi dédiées au travers de bourses ou de tutorat. Voilà. C'est super. Alors, il nous reste un peu moins de 10 minutes, donc peut-être pour conclure cette table ronde, je voulais avoir en fait vos points de vue sur les liens qui sont possibles avec le PEPRIA. Parce que le PEPRIA a été monté un petit peu avant le démarrage de cluster. Bon, il y a eu Anity par exemple qui existait sous une autre forme, mais voilà, avec les nouveaux clusters, donc c'était après le démarrage de PEPRIA. Donc je voulais avoir vos avis en fait sur les perspectives, par exemple de collaboration ou peut-être des nouvelles structures à monter. Voilà, quelques points de vue pour commencer à conclure. Je commence ? Okay. Donc, nous, il y a clairement des liens, enfin, justement, sur les aspects de confiance. C'est incroyable, cette coïncidence. Donc, moi, je fais partie du PEPR Adapting. Dans Adapting, il y a des gens de Nantes, il y a des gens de Lorient. Du coup, en fait, on est... Donc, c'est des gens qui font partie aussi du cluster IA, alors pas Nantes, mais au moins tout ce qui est Bretagne. Et du coup, on travaille dans Adapting sur ces sujets-là, de frugalité, d'embarquer, de robustesse. Donc là, il y a clairement un point. Et il y a une autre partie qui est Holy Grail, qui est aussi portée par Olivier Santia. Je l'ai pas vu aujourd'hui. Je sais pas où il est, Olivier. Ouais. Et qui est aussi impliqué dans le cluster IA, donc sur ces aspects justement robustesse embarquée. Donc voilà, le PEPR au moins sur 2 de ces projets est très représenté dans le cluster Sequoia. Nous, on a donc quelques chairs qui sont déjà impliqués dans un PEPR, plutôt dans le PEPR Curia, dont je ne me souviens plus du nom, plutôt sur des problèmes d'optimisation. Donc il y a déjà des collaborations qui sont en route. Et là, effectivement, quand je voyais les présentations hier, on en parlait tout à l'heure, c'est clair que il y a un paquet d'interactions qui peuvent se faire donc, sur les questions de confiance, sur les questions typiquement de certification. Je voyais des présentations hier sur des bibliothèques de certification. On a aussi fait des bibliothèques de certification. Alors, comme d'habitude, hein, c'est pas grave, parce qu'on ne fait pas les mêmes choses. Il y a suffisamment de travail pour que les gens adressent le même problème de plein de façons différentes. Mais du coup, je pense qu'un des intérêts, enfin nous là, ce qu'on prévoit de faire, c'est d'essayer de construire des rencontres, en tout cas entre certains PEPR. Alors, pas faire une rencontre entre tout le PEPR et tout Anity, c'est trop compliqué, mais prendre un PEPR, essayer de voir quels sont les chairs qui pourraient avoir des interactions, et essayer de construire une rencontre pour voir voilà, qu'est-ce qu'on a en commun, qu'est-ce qu'on peut mettre en commun dans notre bibliothèque, dans la façon de travailler. Donc, je pense qu'il y a plein de choses très riches. En discutant avec même tous les posters qui sont présentés, là, il y a assez facilement, je pense, beaucoup d'interactions, parce qu'en fait, c'était une blague quand je disais qu'on faisait la même chose, que finalement, il y a tellement de questions sur ces sujets-là, juste quand on parle de certification, juste quand on parle d'explicabilité, que de toute façon, je veux dire, il y a largement ça ne veut pas dire qu'on faire la même chose, ça veut dire qu'on se marche dessus, ça veut dire qu'on s'intéresse aux mêmes questions, et donc du coup, il y a plein d'interactions possibles.
Alors oui, donc là sur la partie scientifique, c'est clair, d'autant qu'il y a pas mal de gens qui sont dans les clusters et qui travaillent pour le PEPR également. Après peut-être, une chose que je trouve intéressante sur les clusters, c'est qu'il y a une vraie coordination depuis la création des clusters qui est faite par l'INRIA. Donc les clusters se connaissent bien, interagissent très régulièrement. Donc il peut y avoir aussi des échanges directement à ce niveau-là. Il y a l'agence de programme INRIA qui participe à cette coordination. Donc, d'un point de vue peut-être sur les façons de collaborer, il faudrait que ça se fasse peut-être directement avec l'ensemble des clusters et voir ce qui peut être fait à une échelle plus grande. D'autant que les clusters sont quand même sur des sites et ne balayent pas tout le pays, ce qui est le cas du PEPR. Oui, juste un exemple de collaboration en ce moment. Pour ceux qui ont mis le nez dedans, vous savez à quel point c'est pénible, mais il a fallu, en fait, un master en IA, ça n'existait pas d'un point de vue ministériel. Il faut créer une fiche RNCP pour faire ça, expliquer bloc de compétences, tout ça. Ceux qui ont déjà vu ça savent de quoi je parle. Et donc, typiquement, ça intéresse tous les clusters qui sont en train de monter des formations de niveau master en IA. Donc, on est en train de discuter de qu'est-ce que ça doit être, les blocs de compétences de base qu'on doit avoir alors, on a déjà fait une première version de cette fiche RNCP, mais qu'on voudrait modifier pour qu'on soit tous d'accord pour pouvoir l'utiliser. Donc ça, c'est vraiment sur la formation, une coopération globale, on va dire, et c'est utile. Merci. Donc voilà, si je veux être un peu autocritique en fait sur le PEPRIA, donc il y a un volet qui manque dans le PEPRIA, que ce que vous avez tous évoqué, c'est des questions en SHS. Donc, est-ce que vous verrez bien, par exemple, je ne sais pas, un nouveau projet PEPRIA pour SHS? Est-ce que vous pensez que ça serait utile ou les questions sont déjà traitées au sein de vos clusters et les autres et il suffit juste de créer des liens ou est-ce qu'il nous faut encore, par exemple, des nouveaux projets, des nouveaux financements pour des questions en SHS et l'IA? Alors, je me rends compte que j'avais une vision parcellaire des projets du PEPR, mais donc moi je connaissais l'environnement Holy Grail, Adapting Emergence assez bien, et du coup je pensais que le PEPR IA était complètement centré sur les systèmes embarqués, et donc mea culpa. Mais voilà, c'était l'impression que ça a donné. Après, j'ai porté un projet, un défi INRIA pendant longtemps sur la confiance qui s'appelait III pour Hybrid Approaches for Interpretable AI. Et en fait, la conclusion du projet, c'est que c'est bien joli de vouloir faire de l'explication de modèles ou de choses comme ça, mais si on le fait, c'est un peu comme d'essayer de borner quelque chose si on n'a pas la régulation, si on n'a pas l'utilisateur derrière qui nous dit en fait ton explication elle me sert à quelque chose, j'ai appris quelque chose, je peux en faire quelque chose, ça sert à rien. Et en fait ces aspects justement évaluation de ce qu'on fait, et d'avoir des utilisateurs dans la boucle, des gens qui soient capables des sociologues dans la boucle qui soient capables d'évaluer si on a une bonne évaluation de nos méthodes qui sont des méthodes qui sont pour les humains. Moi j'estime que nous les informaticiens on n'est pas très bons à ça. Donc là il faut vraiment faire venir des SHS dans la boucle pour nous aider. Et après, sur les aspects régulation, je ne sais pas si c'est... il y a sûrement un enjeu, mais pour le coup, là, ce ne serait pas forcément des choses qui seraient au croisement avec les informaticiens. Mais là, pour le coup, rien que sur la confiance, si on avait plus de SHS dans la boucle, ce serait vraiment, vraiment mieux, oui. Ça, c'est clair. Moi, pour le coup, alors, est-ce qu'il faut faire un PEPR ou une autre forme? Ça, je ne sais pas, mais la question des SHS... Et dire que toutes les SHS sont réglés et traités dans les clusters IA, ça me paraît... je pense que c'est pas possible. Donc il y a clairement une question là-dessus. Et nous, on le sent très bien sur les questions de confiance. C'est un truc assez naturel. C'est-à-dire que si vous posez la question des problèmes de fairness, quand on se pose la question des problèmes de fairness, nous, on va se poser la question on va se donner une variable protégée et on va être capable, on va se dire, est-ce que je peux estimer mathématiquement qu'il y a un problème de fairness? Est-ce que je peux le corriger mathématiquement? Voilà. Mais après, cette variable-là, il faut que quelqu'un décide, là ça peut être éventuellement droit, mais quelle variable est concernée? Après, la façon de le corriger
et ben en fait, on a différentes façons de le corriger, et ces différentes façons de le corriger, elles ont un impact sur la société. C'est pas juste, nous, mathématiquement, on se dit, OK, on peut le corriger comme ça, comme ça, comme ça. Ça a telle propriété. Et toutes ces questions-là, ça a des impacts sur la société. Donc, on ne peut pas se passer des SHS pour répondre à ces questions. Donc, je pense qu'il y a clairement... Alors, je ne parle même pas de tout l'impact de l'IA sur le travail et sur plein d'autres questions. Mais je pense que c'est j'allais dire un gros truc de demain. Mais en fait, non, c'est déjà un gros truc d'aujourd'hui et qu'on a intérêt à aborder conjointement. Parce qu'à l'inverse, les gens en SHS sont souvent très démunis face à l'IA parce qu'ils le connaissent mal, ils n'ont pas les outils pour appréhender, pour se poser correctement les questions. Donc il y a aussi un gros travail d'interaction à faire avec les gens en SHS pour être capable de poser les bonnes questions correctement. Donc pareil en fait, vous pouvez demander de l'argent. Apparemment le budget c'est chaud quand même au ministère, enfin de ce que je sais. Mais après, il y a peut-être un sujet, c'est que SHS, en fait, c'est très très large. Hein. On a fait droit, sociologie, je pense économie, nous on avait travaillé avec, mais je veux dire, c'est très très large. Et je pense que c'est aussi ça qui fait la difficulté, c'est-à-dire d'être capable d'identifier des bons projets. Il y a Laboria, justement, IA et Travail, il y a des projets IA et Travail qui font interagir plein de personnes de SHS. Donc, je pense qu'il y a un vrai sujet et... Mathieu l'a dit, il y a la formation aussi. C'est-à-dire que quand on doit parler ensemble, on doit se comprendre quand on parle, c'est quand même une bonne chose, et donc d'avoir la même terminologie, des choses comme ça. Donc oui, c'est très important, et je pense que c'est un gros chantier. Les pratiques sont pas tout à fait les mêmes, c'est très large, il faut trouver les bons interlocuteurs. C'est pas évident, à mon avis. En plus, j'ai fait le malin, parce que j'ai fait genre, les gens de HSS, ils ont besoin qu'on leur explique comment marche l'IA. Dans l'autre sens, on a aussi besoin qu'on nous explique différentes questions, différentes façons d'aborder enfin, ça marche dans les deux sens, en fait. Un peu prétentieux de dire qu'ils ont juste besoin de nous. Alors, c'est peut-être ça le dernier mot, sauf s'il y a une dernière question dans la salle. Oui, voilà, Selma, juste là. Pour revenir peut-être sur la formation, vous avez parlé de la formation universitaire, enfin, le développement de master, de licence, etc., des enjeux de la culturation avec l'IA dans les lycées, etc. Et puis, vous n'avez pas vraiment parlé de tout ce qui est formation continue. Est-ce que c'est aussi un enjeu qui est regardé côté cluster IA? Est-ce que vous développez formation en apprentissage, c'est ça que vous avez dit? Formation continue, même développement de ressources pédagogiques qui soient accessibles peut-être en autonomie, ou formation continue pour les professionnels. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un axe aussi de notre CMA qui a été aussi, qui va être renforcé dans le cluster, hein, donc qui a commencé dans le CMA. Donc effectivement, dans le côté massification de la formation, on est aussi en train de mettre en place les formations continues. Alors pour ceux qui travaillent à l'université, vous savez qu'on n'est pas très très doués à ça. En tout cas, les grandes écoles un peu plus, mais nous pas trop. Et donc on est en train d'apprendre à faire ça. Donc comment on crée, alors on embauche des gens pour jouer ces formations. C'est des professeurs en IA qui font les contenus. On embauche des gens pour les jouer parce que les professeurs en IA, il faut déjà qu'ils enseignent chez eux et ils peuvent pas faire de la formation continue et bon, on peut pas tout faire, quoi. Et donc on fait ça. On est en train de chiffrer comment on vend ça. Encore une fois, le privé sait très bien faire ça, mais nous pas trop. Donc ça, c'est quelque chose qu'on apprend et on est vraiment en train de progresser. Je peux pas vous dire que ce soit encore génial. On a fait une formation sur les LLM à l'université le mois dernier. On avait 3 personnes, alors que pourtant tout le monde nous a dit ouais, c'est vachement bien, il faut que... Donc voilà, on n'est pas encore super doué, mais ça avance. Et oui, les clusters et les CMA avaient pour but d'augmenter la formation continue en général. Pardon, j'avais pas entendu continue dans votre mot. C'est ça. Oui, alors ce que j'ai mentionné, un master spécialisé, c'est de la formation continue interentreprise. Ça, pour le coup, on a commencé dans le cadre du CMA et donc dans le cluster à développer à peu près tout ce qui peut se faire en formation continue, en interentreprise. De la formation qui va de l'acculturation, on a beaucoup de formations d'un jour sur des sujets
LLM, par exemple, prompting, qu'est-ce que c'est du prompting, enfin, si tant est qu'on doit... Mais voilà, beaucoup de formations comme ça, des formations longues, des executive certificates, il y en a un en IA plutôt expert sur 14 jours, avec un titre RNCP, donc qui est certifié vraiment. Et en parallèle, il y a énormément de demandes de formation en intra, c'est-à-dire des entreprises qui nous demandent, on doit être à la 4e promotion pour la R&D de Safran, par exemple, sur de l'IA. Ce qu'on a développé qui marche très très bien en formation continue, c'est les hackathons. Ça, c'est quelque chose qui est super parce qu'on peut mettre des petits blocs de formation continue, alors sur Python, plus les bases de machine learning, et ensuite faire travailler les gens sur des données de l'entreprise. C'est des choses qui sont assez demandées, qui marchent vraiment bien. Et la formation continue, alors à l'université, je suis d'accord, c'est hyper compliqué. Nous, on travaille avec... il y a un centre de formation continue à Centrale Supélec, on travaille avec ce centre de formation, et donc il y a un peu cette agilité très facile. En général, on forme sur ce qu'on nous demande de former. En IA, évidemment, bien sûr. Et nous, on a aussi un autre aspect. Par exemple, on a monté des formations dans un IT pour les enseignants. Donc là, c'est vraiment des formations de sensibilisation, pas des formations techniques. Je crois qu'il y a aussi un volet un peu plus technique. Et là, on commence à se poser des questions. Là, du coup, c'est des formations pour les former à qu'est-ce que c'est l'IA. Et là, il y a des questions qu'on essaye d'aborder. Et là, du coup, c'est aussi pour les enseignants. Là, c'était plutôt les enseignants secondaires. Mais là, ça va être pour tous les enseignants. C'est du coup, comment on enseigne à l'heure de l'IA aussi. Ça, c'est des questions qu'on commence à se poser, voir si on peut monter des formations. Comment on utilise les outils, comment on fait face aux élèves qui utilisent les outils, comment on les guide, qu'est-ce qu'il faut leur dire, enfin, comment on gère tout ça là. Tous ceux qui font l'enseignement, on est tous confrontés au même problème, donc on n'a pas de réponse pour l'instant. En tout cas, on commence à se poser des questions et à voir. On peut déjà commencer à former un petit peu les gens sur ces questions-là, et évidemment, ça va évoluer au fur et à mesure du temps. Super, très bien. On a déjà dépassé l'heure, donc on va encore remercier Elisa, Frédéric et Mathieu, et à vous tous aussi. Merci.